If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Flûte, c'est un de ces Del Toro là. J'aime beaucoup les films de Del Toro. Visuellement, aussi bien créativement que techniquement, il y a rarement quoi que ce soit à lui reprocher. Mais les scénarios qu'il choisit, pour moi, ça passe ou ça casse, dépendant des films. Et ici, malheureusement, ça casse. Nightmare Alley est donc le nouveau film de Del Toro qui suit l'histoire de Stanton, interprété par Bradley Cooper, qui fouille une situation assez délicate et, comme refuge, il décide de s'intégrer pour faire profil bas dans une troupe de cirque ambulant. Il va apprendre à connaître son entourage et surtout comment tromper le public avec leurs différents tours de passe-passe afin que petit à petit, il crée sa propre affaire personnelle d'arnaqueur. Commençons donc par le positif et comme je l'ai dit dans l'introduction, le travail de la photographie. Il est excellent. Nominé aux Oscars pour la photo, sans blague. Les teintes de couleurs principalement travaillées dans le film sont le vert et le jaune. Le vert plus pour les scènes d'angoisse monstrueuses, et le jaune plutôt comme un refuge. Un refuge assez crasseux au début du film, dans le cirque, avec ses lumières extérieures jaunies, la paille, etc. Et un refuge beaucoup plus luxueux dans la deuxième moitié du film, avec les richesses et l'or des décors. Le mélange des deux, avec en plus un noir très contrasté, très profond, donne vraiment une ambiance malaisante, étouffante de crasse, ce qui est parfait pour aller avec l'histoire et le décor posé. Je m'attendais d'ailleurs à ce que le rouge du sang se contraste très bien avec ces deux couleurs-ci, mais étonnamment, il n'y a pas beaucoup de sang dans ce Del Toro-ci, comparé à d'autres. C'est un cachet visuel qui ne plaira pas à tous, devenant peut-être trop pesant à la longue, mais moi personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite vient le cadrage. Les compositions d'images proposées sont excellentes. Il y a beaucoup de personnages variés qui ont des gabarits très différents, petits, grands, et du coup ils ont travaillé sur différentes astuces pour arriver à cadrer tout le monde sans trop changer de plan. La caméra est souvent basse en début de film, au niveau des hanches ou des épaules des personnages, et ces personnages se tiennent de différentes façons. Certains sont debout, certains sont assis, certains sont donc plus petits, plus grands, d'autres sont sur des scènes, alors que les autres sont dans la fosse. Ça crée vraiment un dynamisme naturel à l'image, et ça crée des plans magnifiquement composés. Deux cadrages me restent particulièrement en tête. Le premier, c'est un cadrage depuis l'intérieur d'un petit coffre-fort, notre héros principal se trouvant devant, et le personnage de Cate Blanchett légèrement décalé derrière lui, ancré dans le décor. C'est un cadre qui permet vraiment d'avoir la discussion des acteurs, leur dynamisme, leur répondant de jeu, sans devoir le couper au montage avec des chants contre chants. Mais surtout le deuxième, qui est donc un plan où le personnage principal est devant un miroir avec sa compagne. On a donc un plan général sur la pièce avec le dos des acteurs. Dans le miroir, on a un plan américain sur l'avant des acteurs. Et pour conclure, on a un petit miroir pour faire du maquillage qui nous offre un gros plan sur le visage des personnages. 3 valeurs de plan en un seul. Lisibilité du jeu d'acteur corporel et facial. Sublime. Mais malheureusement, il y a le gros bémol du film. Son scénario et son rythme. Alors, le héros prend beaucoup de temps à trouver son objectif. Pendant les 40 à 60 premières minutes du film, son seul but, c'est de faire profil bas. Ce qui n'est pas un problème en soi, ça nous permet d'avoir un portrait d'un cirque ambulant. On y découvre les différents membres, leurs spectacles, comment est-ce qu'ils mettent en place leur tour de passe-passe, les relations les uns envers les autres, et franchement, tous les personnages secondaires sont marquants. Et puis le héros trouve son but. Et pour moi, là, le scénario devient banal, prévisible et inintéressant. Pour plusieurs raisons. 1. On abandonne complètement l'histoire qu'on était en train de nous raconter jusqu'à présent pour une toute autre. Ça se fait, ça peut marcher, mais c'est risqué, car le spectateur risque d'être frustré de perdre tous les personnages, toutes les situations et tous les décors qui ont été travaillés pendant 1 heure de film. Et 1 heure, c'est long. En la remplaçant par 2, une histoire banale de l'homme qui en veut toujours plus, comme dans les films de mafia par exemple, qu'on a déjà vu 1 millier de fois, et que du coup on connaît d'avance la conclusion. 3, et je pense que c'est le pire, le film commence à installer plein de setup payoff grossiers. Un setup, c'est un élément, un objet que vous préparez, que vous mettez en place dans une histoire, souvent au début, pour pouvoir le réutiliser par la suite, le payoff, souvent vers la fin du film. Un bon setup en est un caché, un objet qui a déjà servi dans une scène précédemment et que le public va oublier parce qu'il a déjà eu son utilité et qui sera surpris lorsqu'il reviendra dans le scénario parce qu'il s'y attendait pas. Le sonar dans Dark Knight, par exemple. High frequency pulse records a response time for mapping an environment.
Si l'objet ou le concept du setup est introduit et qu'on n'en fait rien, on sait qu'il sera utilisé plus tard. William Dafoe explique un principe, une technique. Je suis sûr que ça ne reviendra jamais dans le film. Et Cate Blanchett qui présente son bureau avec un objet spécifique, je suis sûr qu'il ne servira strictement à rien, etc., etc. Et je dis que c'est le pire parce que déjà qu'on sait comment les 1h30 de film restantes vont se passer, à cause du scénario banal de l'homme qui en veut toujours plus, avec ces éléments en plus, ces setups mal cachés, on sait même comment, où et avec qui tout va se conclure. Il n'y a plus aucune surprise jusqu'au générique de fin. Mais bon, savoir où va un film ne l'empêche pas nécessairement d'être divertissant. Mais pas ici non plus. Le problème avec ce style d'histoire raconté du point de vue de l'arnaqueur, c'est qu'on connaît toutes ces techniques. Le film nous les montre et nous les explique avant chaque scène de spectacle. Du coup, quand il y a ces scènes où il arnaque les gens, on n'est pas investi, parce qu'on sait pertinemment bien comment est-ce qu'il fait, donc les scènes deviennent longues et chiantes. Et il y en a une dizaine. Et il y avait une solution facile, tu mets les explications après la scène de spectacle. Comme ça, pendant la scène, toi, spectateur, tu es investi, tu essayes de comprendre comment est-ce qu'il fait pour arnaquer les gens, quelles sont ses techniques, et après, tu découvres si tu avais raison ou pas. Donc, malgré un film sublime, le rythme est mal pensé, le scénario est connu et prévisible. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Nightmare Alley, elle serait de 12,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.